Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au Forum des Libertés. Nous recevons aujourd'hui Abdelaziz Al-Harbi, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre quotidien. Alors, vous allez dans un premier temps revenir un peu sur le programme de l'instance de concertation et de suivi de l'opposition. C'est un peu le gros morceau du moment, on va dire. Et en deuxième partie, on va profiter, puisque vous êtes diplomate, on va un peu parler et évoquer le contexte régional, le contexte international dans lequel nous sommes. Alors, comme le veut la tradition, vous avez un bon petit quart d'heure pour nous exposer tout cela. On revient juste après pour le débat avec l'assistance. C'est à vous, M. Harbi. Merci. Merci d'être venu en dépit du temps qu'il fait à Alger et de la circulation chaotique. D'ailleurs, je me demande ce que ça va être dans 10 ans. Mais allez, dans 10 ans, c'est pas le souci du gouvernement de savoir ce que ça va être l'Algérie dans 10 ans, on a dans 20 ans. Quand Lahani m'a appelé, on avait convenu de parler de sujet en rapport directement avec l'Algérie. Donc on parlera, si vous voulez, et vous êtes libre après de poser la question si vous voulez, sur l'instance de coordination et de suivi de l'opposition, qui est, à mon sens, et en toute objectivité, un acquis exceptionnel, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, l'opposition se réunit autour d'un seul objectif, celui de sortir l'Algérie de la crise. L'opposition dans toutes ses variantes, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses divergences. À mon sens, historiquement, c'est un des acquis les plus importants depuis 1954. Personne n'a pu fédérer l'opposition depuis l'indépendance. Et le reproche qui est toujours fait à l'opposition, c'est justement de ne pas parler d'une seule voix et de ne pas proposer une alternative à la politique gouvernementale. Mazafran est à ce titre un acquis important pour tout le monde. Je rappellerai uniquement que Mazafran, c'est la plateforme de Mazafran qui avait regroupé entre personnalités, partis politiques et société civile, 64 représentants, a cristallisé toutes les convergences, en dépit des divergences partisanes, idéologiques, autour d'une plateforme. Et c'est dans l'esprit de cette plateforme que nous avons continué au sein de l'instance de concertation et de dialogue de l'opposition à travailler. Elle s'est réunie 2 fois, une fois chez le RCD, une deuxième fois chez M. Lefris, le 25 septembre dernier. Elle a autorité pour parler au nom de tous ses représentants. Donc aujourd'hui, si vous permettrez, j'évoquerai aussi notre position par rapport à la démarche, à la proposition du FFS. Avant, je voudrais... nous n'avons pas suffisamment parlé aussi bien au sein de la classe politique qu'au sein des médias algériens de la réalité de la vacance de pouvoir en Algérie. Je pense que nous ne mesurons pas à quel point nous sommes en train de vivre une crise de pouvoir. Quand on observe la constitution algérienne est un système républicain, présidentialiste à outrance. Tous les pouvoirs sont concentrés aux mains du président. Donc quand l'institution présidentielle est en panne, ou en crise, il y a un transfert de la crise vers toutes les institutions. Le président de la République est absent. Donc il y a une dilution et un transfert des pouvoirs vers des centres de décision indéfinis, indéterminés, parfois invisibles. Ça pose un problème sérieux. Deuxièmement, le président de la République est absent, donc le pays n'est pas représenté à l'étranger. Je le dis sous le contrôle d'un ancien ministre des Affaires étrangères, d'un ancien conseiller diplomatique du président de la République. Quand le président de la République délègue son Premier ministre, le président
du Sénat pour le représenter. Et d'ailleurs, en Algérie, vous avez dû remarquer, on ne dit pas il représente l'Algérie, il représente le président. On fait abstraction de l'État, on dit M. Boussalah représente le président, alors qu'en réalité, il représente l'Algérie. Quand le président est absent d'une réunion du rang de chef d'État et qu'il délègue quelqu'un, cette personne déléguée n'a pas autorité à assister aux réunions de haut niveau à huis clos. C'est-à-dire, quand il y a une réunion de chef d'État, le représentant du chef d'État ne peut pas assister à la réunion, parce qu'il n'a pas rang de chef d'État. Il ne peut pas assister à des réunions où tout se décide. Donc il assiste à l'ouverture de la plénière, à la clôture, et probablement, dans certains cas, au dîner de gala qui est donné. Là où il ne se décide absolument rien. Yani, on est resté fidèle à la représentation qu'on se fait de la diplomatie, c'est-à-dire le spectacle, la partie protocolaire. Donc, cette sous-représentation de l'État est extrêmement importante. Le chef de l'État reçoit les ambassadeurs 2 ans après, et il reçoit dans des formes qui sont contraires aux usages diplomatiques, il ne reçoit même pas les lettres. Il les reçoit dans les désordres. Dernier arrivé, premier reçu. Le chef de l'État ne s'adresse pas à la population, à son peuple. Le chef de l'État ne reçoit que le chef d'état-major, cherchant par là à délivrer un message très clair. Tout ce qui m'intéresse, c'est la sécurité. Pas la stabilité, la sécurité, l'aspect policier, l'aspect sécuritaire. Donc le chef d'État, et vous avez dû le remarquer pendant la campagne électorale, le chef de l'État avait reçu de façon récurrente, de façon régulière, le chef d'état-major, délivrant chaque fois un discours sur le chantage sécuritaire, sur la stabilité. Le chef de l'État a réuni de façon irrégulière le Conseil des ministres, et cela se répercute forcément sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté l'année dernière 27 lois. À titre d'exemple, je vais citer, emprunter un travail qui a été fait par M. Attaf. Le Parlement marocain a voté plus de 600 lois. Le Parlement français a voté plus, ou amendé plus de 12 000 lois. Alors imaginez, 1200 lois. Le Conseil des ministres ne se réunit pas. Cela se transforme en une sorte de paralysie de l'Assemblée nationale, qui ne se préoccupe pas d'ailleurs. Les députés ne se préoccupent pas du fait qu'ils reçoivent très peu de lois du gouvernement. De toutes les façons, les députés ne sont pas... Ils ont moins de boulot. Probablement. Ils ont moins de... Les députés se considèrent qu'ils sont le prolongement direct du gouvernement. Ils ne considèrent pas qu'ils sont un contre-pouvoir à l'exécutif. Donc, nous avons observé ces dernières semaines que le chef de l'État recevait de façon aussi régulière le chef d'état-major pour parler encore des questions de sécurité nationale, comme si l'agenda de l'Algérie n'était qu'à caractère sécuritaire, comme si on n'avait pas d'autre agenda économique sur le plan d'éducation, sur le plan du développement humain. Donc l'agenda de l'Algérie se résume aujourd'hui aux questions à caractère sécuritaire. Dans ces conditions-là, je ne voudrais pas évoquer les questions économiques. Vous avez vu tous les classements sur Doing Business. Nous avons perdu 7 positions cette année. Déjà que nous étions mal classés, cette année nous sommes passés à la position 154. Les indices de développement humain, nous sommes parmi les 50 derniers pays de tous les classements des indices de développement
humain. Il y a un seul indice dans lequel nous faisons figure de bons élèves et nous n'avons pas perdu de position, au contraire, nous avons gagné, c'est dans l'indice sur la corruption, l'absence de transparence. De ce côté-là, il y a des questions sur lesquelles, des sujets qui sont devenus tabous en Algérie, comme c'est la question de la questions énergétiques en Algérie. Vous savez que les questions énergétiques en Algérie relèvent du domaine réservé du chef de l'État. Depuis 1962, nous avons le Conseil national de l'énergie qui ne s'est jamais réuni. La politique énergétique se décide en dehors du Conseil national de l'énergie, ce qui est à l'origine des scandales que nous avons vécu avec Cheikh Epli. La préoccupation majeure, c'est que la production algérienne n'est pas en train d'augmenter. Elle est à 50% partagée avec les étrangers. Elle n'est pas augmentée. La consommation augmente chaque année de 10%. Cette année, nous avons exporté 43 milliards de mètres cubes sur un objectif de 67 milliards de mètres cubes, ce qui est en soi-même un indicateur sur notre incapacité à produire davantage, notre incapacité à promouvoir des énergies alternatives, et aussi notre incapacité politique à fixer un prix raisonnable aux produits énergétiques qui sont encore soutenus. Les produits énergétiques, pas seulement les produits alimentaires subventionnés, les transferts sociaux ont atteint 28 milliards de dollars. Donc ce ne sont pas uniquement les produits alimentaires qui sont subventionnés en Algérie, tout est subventionné, le logement est subventionné. Quand l'énergie est subventionnée, ça veut dire qu'un produit dans lequel entre une part de l'énergie, quand vous fabriquez un produit dans lequel la part de l'énergie est importante, indirectement c'est un produit qui est subventionné. Donc nous subventionnons tout, y compris les produits industriels. Si nous subventionnons l'énergie, donc nous subventionnons tous les autres produits qui contiennent une part déterminée d'énergie. On peut considérer que l'Algérie subventionne tout, non seulement pour elle, mais également pour ses voisins. Dans les années 90, avec la crise sécuritaire, avec une crise financière, le rééchelonnement de la dette, un programme d'ajustement structurel, le gouvernement a eu le courage de prendre les mesures qu'il fallait, c'est-à-dire d'augmenter certains produits, ne plus soutenir certains produits, comme les légumes secs, le sucre. Je pense que nous sommes dans la situation d'un gouvernement qui n'achète pas, mais qui loue, pour un terme que personne ne devine, la paix sociale. Le gouvernement est prêt à subventionner tout, sauf que le prix du pétrole a baissé, et qu'au prix actuel, nous pourrons uniquement financer le budget de fonctionnement de l'État. Nous allons donc puiser dans nos réserves et hypothéquer sérieusement les programmes économiques des prochains gouvernements. Il faut aussi reconnaître que le prochain gouvernement va hériter de beaucoup de promesses. Le gouvernement s'est engagé à fournir 450 000 logements en 5 ans. L'ADL a produit 50 000 logements en 13 ans. Le programme ADL, lancé par M. Tebboune en 2001, n'est pas encore satisfait. Et le gouvernement s'engage à fournir aux Algériens 450 000 logements d'ici 2018. Ceci dit, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais nous avons la responsabilité, en tant qu'homme politique, en tant que média, en tant qu'élite, d'attirer l'attention sur la gravité de ces promesses qui hypothèquent, qui servent bien sûr le gouvernement dans la paix sociale, mais qui hypothèquent sérieusement les chances de stabilité de prochain gouvernement algérien. Si vous permettez, maintenant je voudrais parler pendant 2 minutes de la situation régionale. Vous avez dû savoir que
tout le discours sur la politique étrangère en Algérie ces derniers temps porte essentiellement sur le terrorisme, sur la situation en frontière. C'est vrai que l'Algérie a des exigences de sécuritaires très importantes. Elle a 6340 km de frontières avec 7 pays. Quand vous avez des frontières avec des pays qui sont fragiles, donc vous avez l'obligation de sécuriser vos frontières et les frontières de votre voisin. Donc elle a une double obligation, sécurité nationale. Mais la sécurité régionale n'est pas seulement de la responsabilité de l'Algérie. Le concept de sécurité n'est pas un concept exclusif à la région, c'est un concept de sécurité globale. Donc, s'il y a un problème de sécurité régionale, l'Algérie ne devrait pas être ce pays à payer la facture de la sécurité régionale. Nous n'avons ni les moyens, ni la prétention d'avoir un statut de puissance régionale sécuritaire. C'est-à-dire que c'est un statut qu'on ne vous reconnaît pas sur le plan économique, personne ne vient investir chez vous, mais tout le monde veut vous conférer un statut de puissance militaire régionale parce que vous avez un budget militaire de 10 milliards de dollars, parce que vous avez une expérience dans la lutte antiterroriste. Bien sûr, le gouvernement est très enthousiaste à l'idée d'avoir ce statut. Ça lui permet de faire le marketing de ce statut sur le plan intérieur. Ça lui permet de nous faire du chantage sécuritaire. Et ça lui permet surtout d'obtenir la complaisance des puissances occidentales sur son agenda politique interne. Les Occidentaux ne sont pas regardants ni sur la nature de nos réformes, ni sur le rythme, ni sur la profondeur, ni sur l'agenda. Bouteflika, il peut faire 15 mandats, ça ne change absolument rien sur l'agenda des Occidentaux, dans la mesure où il reste un bon marché et il reste un bon gendarme dans la région. Ils se satisferont toujours de pouvoir où il n'y a pas de contre-pouvoir en réalité. Parce que cette politique qui consiste à investir dans le sécuritaire à nos frontières va nous conférer, comme au Pakistan, le statut de gendarme de la région, mais va conférer à nos dirigeants politiques l'impunité et l'immunité dans leur rapport avec les puissances occidentales. Et là, la diplomatie et les questions sécuritaires deviennent des outils de politique intérieure. Et c'est peut-être là la force de Bouteflika, c'est d'avoir fait ça pendant 15 ans, d'avoir transformé la diplomatie en un outil de politique intérieure. La diplomatie, au lieu de refléter une réalité nationale, elle est devenue, elle, la justification de la réalité nationale pour les étrangers. Quand vous parlez aux représentants diplomatiques étrangers, vous dites l'Algérie est stable. À quel prix? Ils s'en foutent. Il reste un marché et ça tient très bien ce rôle de gendarme dans la région. Vous avez vu la France, quand elle est intervenue au Mali, il a fallu qu'elle sollicite l'aide matérielle. Elle a sollicité les Américains pour transporter une partie des troupes. Donc, même dans leur politique, dans leurs interventions à l'étranger, les puissances occidentales qui ont des parlements, qui ont un contrôle de la dépense publique, ne peuvent pas s'autoriser d'engager leurs économies. Nous sommes en train, l'Algérie est en train de se transformer progressivement dans une sorte de statut hybride de puissance sécuritaire régionale, dont les contours ne sont pas définis par nous, parce que nous sommes en train de lutter contre un phénomène dont nous n'avons ni la responsabilité ni la justification. Nous ne sommes pas responsables du terrorisme international, nous sommes les premières victimes du terrorisme international. Et à ce titre, nous n'avons aucune responsabilité dans le développement de ce phénomène, de cette menace. Concernant les questions des relations avec le Maroc, je suis comme tous les Algériens, un collègue, un
diplomate m'a dit hier, je me sens orphelin parce que nous n'avons pas répondu au roi du Maroc dans les formes et au niveau voulu. Le Maroc n'a pas d'agenda. Il a des frontières avec l'Algérie et le Sahara occidental, c'est tout. Donc son agenda, c'est l'Algérie. Ils vivent dans une sorte d'insularité, les Marocains. Ils se sentent un peu encerclés. La Méditerranée, l'Atlantique en face, l'Algérie, le Sahara occidental. Donc chaque fois que le Maroc veut avoir un agenda international, il crée le problème avec l'Algérie. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que l'on ne réagisse pas à un niveau responsable et politique déterminé. Parce qu'au Maroc, ce discours inamical, parfois belliqueux, il est tenu par les officiels, ce qui n'est pas le cas en Algérie. C'est le roi du Maroc, et de façon récurrente, depuis maintenant 8 ou 9 ans, qui attaque l'Algérie. Et l'Algérie ne répond jamais à un niveau adéquat, à un niveau responsable, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État. Le Maroc cherche un agenda. Il cherche à créer une crise politique en Algérie, et chaque fois qu'il crée une crise politique en Algérie, il a un agenda international. Après, il fait intervenir Qatar, Saoudia, les États-Unis, la France, l'Espagne, qui viennent solliciter l'Algérie pour normaliser ses relations avec le Maroc. Et ça donne encore un agenda à l'Algérie. Un agenda inutile. Parce que nous avons des rendez-vous avec le Maroc, avec le Sahel, mais nous n'avons aucun rendez-vous économique. Nous n'avons qu'une ambition économique. Nous n'avons pas d'agenda économique. Nous n'avons pas d'agenda sur les questions de l'école, sur les questions de l'économie, sur les questions de la société, sur les questions des technologies, sur les questions du développement. Notre agenda est déterminé par des tensions aux frontières. Et à l'intérieur, notre agenda est déterminé par des tensions à l'intérieur du pays, entre les forces politiques, entre les partis. Nous n'avons pas d'autre agenda. C'est un pays sans agenda, sans ambition. Si, les hommes ont des ambitions. C'est un pays où il y a une addition d'ambition et de destin individuel. On n'a pas le sentiment que c'est un pays qui est tiré par un destin collectif. Enfin, je vais terminer avec la position de l'instance de concertation et de suivi de l'opposition sur la proposition du FFS. Je vais tenir un discours très peu diplomatique sur cette question, parce que elle a créé une sorte d'abcès de fixation sur une initiative qui en réalité n'est pas nouvelle, parce que cette idée de conférence nationale est née en Afrique dans les années 90. Juste après l'effondrement du mur de Berlin, en 1990, le Bénin, qui avait un président qui était au pouvoir depuis 1972, le général Kérékou, a compris qu'il fallait réformer quelque chose au Bénin et il a lancé l'idée d'une conférence nationale. Et ça a marché. Parce que c'est une conférence qui a abouti. C'est une conférence nationale souveraine. Ce que le FFS ne dit pas. Une conférence nationale souveraine, ça veut dire qu'on réunit les acteurs membres de cette conférence, décident. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le gouvernement donne mandat à la conférence pour décider. C'est ça une conférence nationale. La seule conférence nationale qui est réussie, c'est celle du Bénin, en 90. Toutes les autres conférences nationales, celle du Mali, celle du Togo, celle du Gabon, n'ont pas réussi. Elles ont réussi à donner un sursis au pouvoir en place. Mais elles n'ont pas transformé le pays. Donc cette idée, après, Kérékou, au Bénin, il a commencé bien avant le discours de la Bolle. La Bolle, le fameux discours de Mitterrand sur la prime à la démocratie. Il a appelé les chefs d'État africains à engager des processus démocratiques. Parce que la chute du mur a créé un effet extrêmement important dans les régimes
communistes et marxisants en Afrique. Donc cette idée de conférence nationale, qui est une idée très parisienne, elle n'est pas claire. Est-ce que c'est une conférence nationale souveraine? Je ne discute pas sur le principe de la clarté. C'est une idée, parce que le FFS, je voudrais juste rappeler à l'assistance que le FFS a participé à la conférence de Mazafran avec une plateforme très claire, demandant la transition. Qu'est-ce que c'est Mazafran? C'est comment sortir d'un système autoritaire comme le nôtre et passer à un système qui fonctionne avec des normes démocratiques. Mazafran est une proposition de transition au pouvoir à laquelle le FFS avait adhéré. Quand le FFS a fait sa proposition, en réalité, elle n'apporte pas un plus par rapport à la plateforme de Mazafran. Deuxièmement, elle aurait dû être adressée au pouvoir, pas à l'opposition. Parce que c'est ce que réclame exactement l'opposition. Une transition démocratique. Troisièmement, elle donne le sentiment, je vais spéculer, elle donne le sentiment qu'elle est destinée à fragiliser le consensus au sein de l'opposition. Elle donne le sentiment qu'elle est venue apporter un bouée de sauvetage au gouvernement. Gouvernement au pouvoir? Au pouvoir. Pouvoir politique. Pouvoir politique. Le gouvernement actuel n'est pas représentatif du pouvoir politique, parce que seuls 8 ministres sur 35 viennent du FRN et du RND. L'Assemblée nationale, mais ça c'est pas nouveau, c'est le mode, la façon de fonctionner. Quand Benflis était Premier ministre, le gouvernement, l'APN était à majorité RND. Quand Ouiaha est devenu chef du gouvernement, le gouvernement était à majorité FNL. En Algérie, je pense que nous devrions faire attention de ne pas lire l'Algérie avec des grilles de lecture occidentales, modernes. Il faut la lire avec des grilles de lecture africaines et arabes pour comprendre l'Algérie. La proposition du FFS est venue parce que le pouvoir craint un printemps arabe en Algérie. Alors, c'est devenu une alternative à une réforme politique. Alors, vous avez le modèle tunisien qui a réussi. On ne va pas chercher le modèle tunisien qui a réussi. On va chercher un modèle de conférence nationale qui a eu lieu en Afrique dans les années 90 et qui, en dehors du Bénin, n'a pas réussi. Je vais peut-être livrer un secret à l'assistance. L'instance de concertation et de suivi de l'opposition a entamé il y a quelques jours des consultations pour envisager de donner une réponse unifiée, une seule réponse à la proposition du FFS. Au sein de l'instance de concertation et de suivi de l'opposition, la façon de traiter cette proposition, ça dépend. Il y a des partis qui ont reçu la délégation du FFS, qui ont fait un communiqué, comme Sihari Benflis et Hamas, pour faire part de leur appréciation de cette initiative. Et nous avons des personnalités des partis qui ont refusé de recevoir la délégation du FFS. L'instance s'est accordé le temps et toute l'autonomie à ses membres pour pouvoir traiter de cette proposition. Et finalement, l'instance a convenu d'adopter une seule attitude d'ici la semaine prochaine
nous rendrons public la position de l'instance sur la proposition du FFS pour clore ce dossier et passer à autre chose. Voilà, je vous remercie, je ne sais pas si j'ai... Merci beaucoup. Merci, M. Al-Habib, pour cette présentation. Vous avez pratiquement tout dit, donc ça va être très difficile de caler les questions, et mes propres questions et celles de l'assistance, j'imagine. Alors, la toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est un peu le communiqué que vous avez rendu public la semaine dernière. Alors, vous choisissez la date du 1er novembre, ce qui n'est pas, bien évidemment, innocent. C'est ce qu'il y a de plus symbolique. Et vous tentez d'impliquer directement le peuple. Alors, dans votre communiqué, vous parlez, je cite, « gravité de la situation ». Alors, question toute simple, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple algérien est conscient de la gravité de la situation? Le peuple a toujours été acteur de son histoire. C'est l'histoire du peuple qui a été confisquée. Nous avons toujours donné dans l'histoire d'Algérie le sentiment que le peuple... la conception que nous avons du peuple, c'est uniquement comme le peuple, dans la déclaration que nous avons donnée, parce que vous avez bien félicité le peuple, est pris à témoin de la gravité de la situation. Parce que l'un des reproches qu'on fait à l'opposition, c'est de dire que vous ne vous adressez pas au peuple. Vous êtes une opposition de salon. Vous n'informez pas le peuple. Nous informons le peuple. Parce que le peuple est acteur de son histoire, parce que le peuple est dépositaire de la souveraineté nationale, mais nous ne parlons pas au nom du peuple. Nous disons seulement au peuple, voilà la situation, voilà en quoi elle est grave, et voilà les conséquences si cette situation devait persister. Donc nous prenons à témoin le peuple. Vous dites d'ailleurs, nous allons expliquer au peuple la situation qui prévaut dans leur pays. Nous avons commencé l'instance a commencé à le faire. Les moyens, comment? Très peu de moyens. Beaucoup de partis se sont partis à l'intérieur du pays. Beaucoup ont eu des difficultés, comme Gilles Jadid, Gilles Sofiane, a eu énormément de difficultés à organiser des réunions, alors que c'est un parti agréé. Je ne parle pas des partis qui ne sont pas agréés, comme celui de M. Le Fils, qui ne sont pas agréés, qui dépose un dossier il y a 3 mois, qui reçoit un rendez-vous pour le 15 novembre. Vous voyez l'agenda. Nous sommes très pris au Mali et au Niger pour donner un rendez-vous dans les jours qui suivent. Nous prenons le peuple à témoin parce que les conséquences de la crise, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, ce sera le peuple qui va les payer de toute façon. Et parce que le peuple, nous considérons que le peuple est acteur de son histoire. Nous n'avons pas confisqué la volonté du peuple. La Constitution algérienne dit qu'il est dépositaire de la souveraineté nationale. Et c'est à titre de dépositaire de la souveraineté nationale que nous nous prenons à témoin de la gravité. Nous prenons à témoin de la gravité, mais nous proposons aussi une sortie de crise. Nous proposons une sortie de crise. Les partis au pouvoir n'ont pas fait une bonne lecture de la plateforme de Mazafran. Et je voudrais aussi que les partis au pouvoir n'ont pas réagi à l'appel du 1er novembre. L'appel du 1er novembre qui est un appel pour un dialogue, pour organiser une transition consensuelle, graduelle et pacifique. Un ambassadeur étranger me dit « Je n'ai jamais vu un État ne pas répondre à une demande de l'opposition. » Et pourtant, c'est le cas chez nous. Alors, on reste avec le peuple. Comment vous imaginez cette adhésion des Algériens à votre démarche? Maintenant que c'est clair au niveau de l'opposition, un peu défini les contours, votre message est clair, cette adhésion des Algériens, vous la voyez comment les jours et Non, les Algériens ont adhéré il y a longtemps, mais vous avez un signe qui ne cache pas, c'est le niveau de participation aux élections présidentielles. Le dernier niveau de taux de participation, 50% des Algériens n'ont pas voté, les chiffres officiels. Quand vous avez une désaffection pour un suffrage, c'est un indicateur probant de la désaffection pour la politique, de la faible adhésion à la démarche du gouvernement et d'une demande de changement. Le peuple s'exprime
quand on le sollicite, il s'exprime. Malheureusement, la société civile n'est pas organisée, il n'est pas facile de créer un parti, il n'est pas facile de créer une association. Nous avons mis 3 ans pour avoir l'agrément pour la Ligue algérienne contre le cancer. 3 ans. Et il y a des partis qui peuvent avoir l'agrément en 24 heures, parce qu'ils s'inscrivent dans la ligne officielle. Donc, je pense que la désaffection de l'Algérien pour la politique, le peuple sait qu'il y a une crise de pouvoir. Le peuple voit que son président est absent. Le peuple voit que les scandales ne sont pas traités par la justice. Le peuple voit qu'il y a de l'impunité. Le peuple voit qu'il y a de l'injustice. Le peuple voit qu'il y a une répartition injuste de la richesse, inéquitable de la richesse nationale. Je pense que beaucoup de gouvernants se trompent en considérant que le peuple n'est pas un acteur. C'est peut-être un acteur qui peut paraître passif dans des situations, mais c'est un acteur qui est conscient des enjeux, qui est conscient de la réalité politique. Et je vous dis, prenez un indice probant. C'est de la mobilisation civile et sociale, c'est la participation aux élections. D'accord. Alors, vous insistez énormément, Aziz Al-Harbi, sur la solution de sortie de crise avec le pouvoir politique. Quand vous posez la question, au FFS, dans les contacts qu'ils ont eus avec les membres de l'instance de concertation, le FFS n'a pas une idée très claire de l'organisation de cette conférence. Est-ce que le pouvoir sera associé, ou est-ce que c'est seulement les partis qui sont au gouvernement? Sera-t-elle ou non souveraine? Et nous, notre position concernant la démarche du FFS, elle est très claire. Nous considérons que le FFS devrait s'en tenir à la plateforme de Mazaf, qui fait que l'opposition parle d'une seule. Le FFS continuera d'exister au sein de l'opposition, même après cette proposition? Le FFS était à Mazafran, il a signé la plateforme de... Donc il est partie prenante. Libre à lui de s'associer aux activités politiques d'opposition ou de ne pas le faire. Nous n'avons pas à dicter au FFS. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont notre démarche. Nous ne construisons pas notre démarche en fonction du projet du FFS. Nous construisons notre démarche en fonction du consensus qui s'est créé à Mazafran et qui continue au sein de l'instance de concertation et de suivi de l'opposition. C'est ça, notre projet. D'accord. Vous parlez d'un consensus, d'une organisation, mais de pouvoir. Il vous considère comment aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée des intentions du gouvernement, du pouvoir, à venir? C'est-à-dire, est-ce qu'il a l'intention de se réunir avec vous ou pas du tout? Il y a des déclarations contradictoires. Le secrétaire général du FLN se félicite. Rohl dit que c'est positif et Amara Benoun dit que c'est un putsch contre le gouvernement. Donc il est difficile de lire les messages du gouvernement. Le gouvernement souffre encore d'un problème de lisibilité de ces messages. Il n'y a pas un discours cohérent qui vous permet de dire voilà la position du gouvernement. Les positions sont divergentes, elles sont souvent contradictoires. Et à la limite, aujourd'hui, le grand problème qui se pose, c'est qui le pouvoir? Qui écouter? Est-ce que vous vous en référez à la ligne à un commentaire de la revue Jish, ou à un commentaire de la PS, à une déclaration de Saïdani, à un communiqué de la présidence qu'on n'a pas vu depuis très longtemps? C'est qui? Nous avons un sérieux problème de lisibilité. Donc l'opposition reste dans sa propre dynamique, celle de construire et d'expliquer aux Algériens, de construire un consensus, de l'expliquer aux Algériens, convaincre les Algériens avant de convaincre le gouvernement, le pouvoir politique. Pour nous, il est plus urgent de convaincre les Algériens que de convaincre le pouvoir politique qui a des certitudes. Et vous savez comment ça fonctionne dans le monde arabe. Le pouvoir politique ne réagit qu'à la pression. Donc, si on comprend bien, sans la pression de la rue aujourd'hui, exercée envers un pouvoir qui doit discuter avec vous, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Ah, vous savez, cette histoire de la rue, chaque fois, je pense que c'est le discours
Chaque fois qu'on veut faire peur aux Algériens, on parle de la rue. Le syndrome du printemps arabe est présent, plus la crise sécuritaire et politique des années 90. Je pense que la rue est un espace d'expression politique comme un autre. Il n'y a pas de quoi faire peur aux Algériens en parlant de la rue. Nous ne proposons pas de régler le problème par la rue. Nous proposons un consensus politique responsable avec le pouvoir politique. Très bien. Débat ouvert. Alors, Fadl, ensuite. Bonjour, monsieur Hafi. C'est Khaled Boudia, Khabar. Bon, 3 questions si c'est possible. Fadl, Fadl. شويه دي ديتاي كونسيرنون المشاورات اللي قلتو تاع لانستونس باش تردوا على يعني قلتو كاين مشاورات مع باش تردوا يكون موقف موحد على مبادره 3 دوزيامون ما تشوفش مسيو الحبيب اللي كاين كونتراديكسيون كيقولوا زعما المبادره تاع الفافاس ماهيش ني با كلير ماهيش باينه الوغ كو الاتجاه العام يقول لك باللي هي المبادره تاع الفافاس لانقاذ النظام يعني ما نقدروش نقولوا ماهيش باينه ونقولوا باللي راح تنقذ النظام. تعرف شوف هيئة الاستشارة هيئة التشاور والمتابعة تاع المعارضة من أول وهلة عندما الفافاس اقترح هذه المبادرة تاعو قالت احنا نتمسك بأرضية مظفر ولكن في نفس الوقت قالت للأعضاء تاعها كل عضو يمكن له أن يتعامل بحرية مع هذه المبادرة يستقبل وفد تاع الفافاس يتفاوض معاه يشوف وش المحتوى تاع المبادرة وهذا هو الحال. كاين أحزاب استقبلت الوفد تاع الفافاس كاين بعض الأحزاب وبعض الشخصيات رفضت أن تستقبل الوفد تاع الفافاس بحجة أنه الفاعل السياسي المشترك بيناتنا هو أرضية مازافرون فبالتالي لا بديل لأرضية مازافرون مادام أرضية مازافرون في حد ذاتها هي إجماع وطني سياسي يعني التفاوض حول هذه الأرضية يعني أنك تشوش على أرضية مازافرون. ثم وقعت بعض المناورات السياسية حاولت بعض القوى السياسية أنها تشتت هذه وحدة الصف داخل هيئة التشاور. وقع نقاش بين أعضاء هيئة التشاور وصلنا إلى النتيجة التالية هو أن نجتمع بعد أيام ممكن بعد أسبوع ونطلع برأي موحد حول هذه القضية. لأن أصبحت مبادرة الفافاس هي أجندة الجزائر مش الوضع السياسي تاع الجزائر مش شغور السلطة. هي المبادرة نجحت في أنها تشوش على أجندة هيئة التشاور والمتابعة المعارضة. Vous avez répondu en partie à ma question, mais je voudrais plus d'éclaircissement. Est-ce que vous avez le sentiment ou vous avez des échos que le pouvoir est conscient qu'il y a une crise? Parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas conscient de la crise. Ils disent que non, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème dans ce pays, tout va très bien, le dollar, le pétrole se vend et les maisons montent. Tout va bien. Tous les pouvoirs de la région sont autistes. Ils ne sont pas conscients de la crise jusqu'au jour où la crise survient. L'identification de la crise. Qu'est-ce que la crise? La crise, c'est le fonctionnement de l'État. Parce qu'un des acquis de l'Algérie, c'est vraiment la construction d'un État. Nous n'avons pas construit un État avec des frontières, une organisation depuis Massinisme. Donc,
c'est un défi extrêmement important, c'est un acquis extrêmement important, l'État. Or, l'État que nous voulons, un État porté par des institutions, ne fonctionne pas comme ça. L'État est sous l'autorité directe, exclusive du chef de l'État. Et quand le chef de l'État n'est pas dans toutes ses capacités, comme c'est le cas aujourd'hui, donc il y a forcément un transfert des pouvoirs du chef de l'État vers... Il est logique dans un autre pays que quand le chef de l'État est dans l'incapacité temporaire d'exercer, les transferts se font vers les institutions. En Algérie, on ne sait pas vers où se font ces pouvoirs. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Vous avez une crise de l'institution présidentielle, puisqu'on l'appelle l'institution chez nous. Vous avez une crise de l'institution présidentielle, donc il y a un transfert des pouvoirs de l'institution présidentielle vers des centres de décision qui ne sont pas identifiés. Et donc, même quand l'opposition entreprend, fait des initiatives politiques, elle ne reçoit pas de réponse. Et à la limite, elle reçoit des réponses, comme c'est le cas, parfois d'un commentaire de presse, parfois d'un homme politique, mais elle ne reçoit pas de réponse directe, claire, lisible. Le pays s'est construit autour de l'institution présidentielle. Quand l'institution présidentielle est en panne, c'est tout le pays qui est en panne. Le grand problème aujourd'hui, c'est vraiment la capacité du président à exercer ses fonctions et ses missions présidentielles qui sont extrêmement importantes après la Constitution de 2008. La Constitution de 2008 a donné plus de pouvoir que la Constitution de 1976. Alors on nous dit aujourd'hui, la solution, c'est un vice-président de la République qui terminerait le mandat de Bouteflika. La solution, c'est dans la révision de la Constitution. On ne pose plus de questions. Écoutez, l'agenda, c'était la révision de la Constitution. Ce n'est plus un agenda. Aujourd'hui, c'est devenu la proposition du FFS qui est devenue un agenda. Ce n'est plus la révision de la Constitution. Donc nous sommes dans un agenda qui est surfait, qui est artificiel, et qui a un seul objectif, c'est gagner du temps et diviser l'opposition. Très bien. Oui. Saïd Hamadi, je suis faculté de Sciences Po LG3. Trois petites questions, mais vraiment très bien. En fait, mes questions ont trait à l'intérieur-extérieur. La première question, vous avez dit que, à propos de la situation régionale, que l'Algérie avait une double mission, protéger ses frontières et protéger les frontières des pays qui étaient fragiles, des pays voisins. Et en même temps, vous dites, les menaces telles que le terrorisme, nous ne les avons pas créées, donc à la limite, nous n'avons pas à les gérer par rapport au statut de puissance qui arrangerait le pouvoir algérien. Donc selon vous, quelle est la solution médiane? Quelle est la bonne posture pour que l'État algérien protège les intérêts nationaux de l'Algérie? Première question. Deuxième question. Elle a trait, par rapport à l'absence de réaction de la présidente de la République à l'escalade verbale diplomatique du Maroc, vous avez noté que le président n'avait pas réagi. Selon vous, cette absence de réaction, est-ce qu'elle est due à la vacance de l'instance présidentielle dont vous parlez, ou est-ce qu'elle est due à d'autres considérations que vous pourriez éclairer? Troisième et dernière question, les résultats de l'élection législative en Tunisie. Je ne parle pas du processus dans son ensemble, mais les élections en Tunisie sont-elles, selon vous, un cadeau ou un cadeau empoisonné pour le pouvoir politique algérien? Merci, monsieur le Hafiz. La question sécuritaire. Quand vous avez cette frontière avec 7 pays fragiles, pratiquement qui vivent des situations de fragilité aux frontières. Et si vous prenez le Mali, au Niger, ou même la Libye, en ce moment, la Mauritanie, ce sont des pays qui ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité de leurs propres frontières. Donc nous devons le faire nous-mêmes. Et pour le faire, il faut mobiliser des hommes. Il faut mobiliser beaucoup de moyens. Et nous entrons dans une véritable guerre d'usure.
qui coûte très cher à l'économie algérienne, qui demande de la vigilance et qui coûte énormément cher. Si nous considérons, et nous l'avons toujours fait, et je suis heureux de le dire aujourd'hui devant le ministre Attaf, qui avait pour la première fois utilisé l'expression phénomène transfrontalier. Nous n'avons pas une responsabilité dans un phénomène mondial, transfrontalier, international, qui est reconnu par toutes les instances internationales comme une menace contre la paix. Si c'est une menace contre la paix, ça devient une préoccupation de toute la communauté internationale. C'est le sens même de la Charte des Nations Unies. Donc si vous estimez que le terrorisme international est une menace contre la paix, cela demande une implication plus grande de la communauté internationale. Cela demande un engagement plus grand de la communauté internationale. Or, la communauté internationale, et notamment occidentale, elle se contente de dire l'Algérie est un acteur puissant. L'Algérie est un acteur incontournable. C'est les Anglais, les Américains et les Français, ils le disent tous les jours à la télé. Vous êtes puissant, vous êtes très fort. Et ça titille l'ego des dirigeants. Et cet élément-là est utilisé en politique intérieure. Ah, attention, le chef d'État, il est soutenu par les Américains. Ah, il est soutenu par les Anglais. Ah, les Français, ils ont dit c'est un as. Et puis, regardez comment une situation politique, diplomatique fragile, nous sommes fragiles, est devenue un atout pour le chef d'État à l'intérieur du pays. Et c'était le discours pendant la campagne électorale, les dernières présidentielles. C'était ça. Ça a tourné autour de la stabilité du terrorisme et aux frontières et je ne sais quoi. C'était ça. Ce n'était pas la situation de l'Algérie. Donc, ce que je propose, c'est que tout le monde s'engage davantage. Ne laisse pas l'Algérie seule s'épuiser, épuiser ses hommes, épuiser ses réserves, épuiser son budget dans une menace dont nous ne sommes pas exclusivement, dont nous sommes la victime. Et la responsabilité incombe à la communauté internationale. C'est à la communauté internationale de s'engager davantage. Le Maroc. Il y a dans la diplomatie algérienne, depuis 15 ans maintenant, une façon de faire qui est propre à l'Algérie. C'est de dire que la diplomatie, c'est le président de la République qui la met en place, c'est lui qui l'oriente et c'est lui qui la dirige. Bien sûr, ça c'est un principe constitutionnel, parce qu'il est dans toutes les constitutions du monde. C'est le cas. Sauf que chez nous, il s'en est servi pour améliorer son image, pas celle de l'Algérie. Et sur cette question même du Maroc, c'est un dossier du chef de l'État. Nous avons adopté la démarche exactement contraire des années 80 à 90. Dans les années 80 à 90, tout le monde considérait que la politique étrangère était l'affaire de tous les Algériens, pour une raison très simple, parce que c'était un domaine qui devait bénéficier du consensus national. La politique étrangère et la politique de défense nationale doivent bénéficier de consensus national. Et pour bénéficier du consensus national, il faut les expliquer aux Algériens, aux partis politiques, à l'élite, pour qu'elle adhère à votre politique étrangère. C'était ça. Et puis, à partir de 2000, la politique étrangère est devenue du domaine exclusif du chef de l'État. Les partis politiques ne sont plus consultés, les universitaires ne sont plus consultés, le peuple ne sait rien de ce qui se passe à part les images qu'il voit des voitures et du folklore et des gardes du corps. Voilà. Et les chefs d'État ont évoqué les questions d'intérêt commun. Bon. Alors qu'ailleurs, si je prends le cas du Maroc, il a connu une transformation différente. Il a connu la situation qu'on avait dans les années 80. C'est exactement le phénomène inverse qui s'est fait. Au moment où nous avons fait de la diplomatie un domaine exclusif, gardé jalousement par le chef de l'État, ailleurs, le consensus national s'est élargi et s'est consolidé autour de la politique étrangère. Du coup, aujourd'hui, quand le président est absent, le roi du Maroc peut dire ce qu'il veut. Parce qu'on considère que ça relève du palais de Mouradia. Avant, dans les années 80, la grosse faiblesse de la diplomatie marocaine, c'était ça. Tout dépendait du palais. Aujourd'hui, c'est les institutions, c'est les think tanks, c'est les ministères, c'est les journaux. C'est diplomatie parallèle. Ah ben, là, on est revenu à la diplomatie du maquis. Tunisie.
La Tunisie, moi j'ai toujours cru en l'expérience tunisienne. J'ai toujours cru l'expérience tunisienne parce que la Tunisie a une élite, parce que la Tunisie, le syndicat, on oublie souvent qu'en Tunisie, le syndicat national, le syndicat tunisien, c'est le fondement même du mouvement national tunisien. C'est extrêmement important. Une élite, une classe moyenne, une ouverture que nous n'avons pas. On oublie souvent en Tunisie que les partis tunisiens viennent de Zeytoun. La Tunisie, c'est une élite, c'est un projet. Et puis la Tunisie, il n'y a pas le pétrole et le gaz. Donc il n'y a pas d'ingérence étrangère. C'est un processus purement local, national. Moi, je pense que le printemps arabe est devenu le printemps tunisien et je suis heureux que le printemps tunisien réussisse. Pourquoi on ne parle pas du modèle tunisien? Pourquoi on parle de conférence nationale? Oui, Bien, merci beaucoup, M. Abdelaziz. Mais je trouve que votre discours, qui est très éclairant, a une petite faiblesse. Il est un peu par trop académique. C'est-à-dire qu'il est absolument éclairant sur un plan intellectuel. Mais il nous laisse un peu sur notre faim. Nous sommes dans une impasse et le pays est engagé dans un processus d'autodestruction infernale. Personne ne peut le nier. Le pouvoir est autiste, il n'écoute pas. L'opposition s'organise comme elle peut. Elle se réunit, elle fait des propositions. Mazafran est un modèle du genre. Et le pouvoir s'en fout. Et tout le monde le sait. Combien de temps ça va durer? La Tunisie, vous venez d'en parler, le modèle tunisien. Et tous les modèles qui ont produit des révolutions ont-ils pu faire l'impasse sur la mobilisation des gens dans la rue? Je parle de manifestations pacifiques. Des partis qui ne sont pas représentatifs, pas plus que le pouvoir. Personne aujourd'hui ne sait combien ils pèsent, 1% ou 10%. Ce qui ne leur enlève pas toute légitimité. Je parle des personnalités de l'opposition, des partis qui activent. Mais faute de pouvoir, d'avoir un ancrage avéré, comment peuvent-ils se faire entendre? Comment peuvent-ils donner un mot d'ordre et avec des chances de se faire entendre? Aucune. Quelle est la chance que le pouvoir aujourd'hui soit sensible à la destruction de tous les équilibres du pays, que le pays a progressivement et très difficilement pu construire, notamment après l'ajustement structurel des années 94-97, où je rappelle qu'on a dévalué de 400% pour corriger le pouvoir d'achat global de la nation qui s'était écarté, qui avait été un peu dopé par les subventions, par la faible productivité, etc. Donc la question, elle est très simple, et c'est vraiment un questionnement. Je n'ai pas de réponse, mais ça nous interpelle. Si nous voulons réussir à sortir le loup du bois, si on veut que le pouvoir écoute, est-ce qu'il ne vaut pas mieux une petite manifestation populaire pacifique à l'occasion d'un 1er novembre ou à l'occasion d'un 11 décembre en disant « écoutez, esma'ouna ». Je crains que, tout simplement, si l'opposition se contente d'élaborer des propositions, que le pouvoir soit très à l'aise avec ça et qu'il ne continue pendant des années à dissiper les ressources du pays, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre d'attendre, de dépenser, de subventionner, etc. etc. Je vous remercie. Merci. Oui, mais Sehali connaît la situation, il était à Mazafran, il a exercé des responsabilités. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur ce que dit Sehali. Je pense que nous devons, élite, partis politiques, académiciens, faire un effort d'explication. Parce que nous avons un sérieux problème. C'est l'indigence du discours politique algérien. Alors, quand je dis l'expérience du Bénin est importante, ça choque beaucoup de gens. C'était en 1990. Nous avons un grand problème en Algérie. Nous nous nourrissons de notre propre production. Nous recyclons notre propre production. Le discours politique est indigent. Les Algériens ont besoin de savoir ce qui se passe ailleurs. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ont peur de tout ce qui vient
de l'étranger. Ils veulent transformer une société de l'intérieur. En réalité, ils régénèrent des archaïsmes. C'est pour ça que nous avons... Vous savez, ce qui a fait avancer l'Algérie ces dernières années dans le discours politique, c'est la presse. C'est ce qu'on appelle fikr sohafi. C'est la pensée journalistique qui a fait avancer l'Algérie. Ce n'est pas la pensée académique. Ce n'est pas la pensée politique. Tous les concepts nouveaux que nous avons dans le discours politique viennent de la presse. C'est la presse qui les a sortis de l'université pour les mettre à la disposition du peuple. Sinon, le discours politique est très indigent. Donc, nous avons besoin d'expliquer aux Algériens que le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe, a eu quand même quelques aspects positifs. On en a terminé avec la présidence à vie, avec la succession familiale. C'est extrêmement important, qu'on le dise ou pas. Kadhafi est un anachronisme, Moubarak est un anachronisme, la présidence à vie est un anachronisme. Mais c'est ça, on n'a pas besoin de le dire. Quand le président Bouteflika a révisé la Constitution en 2008, il n'y avait pas 5 personnes pour dire non à la présidence à vie. Parce que nous n'étions pas conscients, ni élite, ni force politique, ni au sein du gouvernement, nous n'étions pas conscients des conséquences de la présidence à vie. La présidence à vie, c'est l'impunité. La présidence à vie, c'est l'immunité. La présidence à vie, c'est la justice au service du politique. La présidence à vie, c'est la rente. Mais il a fallu que le monde arabe bouge pour que ça devienne une réalité en Algérie. Nous étions jusqu'en 62 un pays qui produisait des idées pour le reste du monde. Nous sommes devenus consommateurs nets, pas seulement de marchandises occidentales, mais de consommateurs de pensée politique. Et c'est pour ça que l'élite a une responsabilité. La presse a une responsabilité dans la crise actuelle, pour aider. Les universitaires ont une responsabilité pour aider à sortir de la crise actuelle. On a l'impression, Abdelaziz Rahabi, que j'ai envie de dire, cet engouement du printemps arabe s'est un peu dissipé ces derniers temps. Je m'explique. C'est comme si ça a rendu service au pouvoir actuel qui dit au peuple, vous voulez une instabilité politico-sécuritaire, voyez la Tunisie, voyez la Libye, voyez l'Égypte. Est-ce que ce n'est pas une impression que vous partagez aujourd'hui? Oui, il faut juste dire au peuple que s'il y a eu ce qu'il y a eu en Égypte, en Libye, c'est parce qu'il y avait la présidence à vie. Et que ça, c'est une conséquence de la présidence à vie et de la transmission héréditaire du pouvoir. Les Syriens sont sortis parce qu'on l'a renommé qu'un président à vie. Le président a désigné au décès du président, son fils a été intronisé à vie. En Libye, parce que notre président envisageait de mettre son fils. Au Maroc, en Égypte, parce que le président envisageait de mettre son fils. En Tunisie, parce que le président envisageait de mettre sa femme ou son fils. Mais c'est ça qui a créé le monde arabe. C'est parce que les richesses ne sont pas contrôlées. C'est ça qu'il faut dire aux Algériens. La présidence à vie, les richesses ne sont pas contrôlées. Elles ne sont pas équitablement distribuées. Mais c'est ça qui est à l'origine du printemps arabe. Ce n'est pas Bernard-Henri Lévy, il a pris le train en marche. Oui, alors, vous avez demandé la parole. حمزة عقول قناة الوطن الجزائري. يعني عندي 3 أسئلة بشكل مختصر. أستاذ رحابي، شرحتم الواقع والراهن السياسي الاجتماعي والاقتصادي الجزائر داخليا وخارجيا، وكلها تحمل مؤشرات الأزمة. في حين أنه في آخر مرة كنت أنا حاضر السلال في ندوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أشار بشكل غير مباشر التلميح أنه هذا التشريح هذا التحليل هو يصنف في خانة مدعاة للإحباط والتخويف، وقال الذهب أكثر من ذلك قال يدزوا معاهم. يعني نحن أمام مشهد أو معادلة ثلاثية، معارضة تحذر، حكومة لا تأبه، وشعب أو رأي عام مترقب. ما هي مآلات المشهد مستقبلا حسب تحليلكم؟ بالرجوع إلى مبادرة الأفافاس. الأفافاس، الرأي العام أو الإعلام يتساءل ما الذي لم يعجب الأفافاس في أرضية مازافرو حتى يبادر بمبادرة جديدة؟ هل هي أزمة القيادة أو عراب التغيير، أنه هو عميد المعارضة جاته كبيرة كما نقولوا بالدرجة، أنه يتنازل على هذا الرصيد لصالح جهات أخرى ربما سبقته في التفاعل مع المعطيات السياسية؟ ومن جانب آخر
الأفافاس يعني ألا تجدون أنه من المبكر أن نحكم على مبادرة الأفافاس، لأنه مبادرة الأفافاس يقول أنا أحمل ورقة بيضاء لا أحمل فيها أي شروط مسبقة أو أي اقتراحات مسبقة، على جميع الأطراف أن تدون محاور اللي ممكن أن تكون ميكانيزمات للخروج من أزمة يعني بشكل آخر نحن اليوم نحكم على الأفافاس أو المعارضة والطبقة السياسية تحكم على الأفافاس من حيث التوقيت وليس من حيث المضمون، هي تحكم على النوايا ولم تجد بعد الملموس. هذه هي الأسئلة الثلاثة حول المشهد في تولاتيتو، مبادرة الأفافاس لماذا ما الذي لم يعجبه في مازافرون، وأخيرا هل نحن أمام معطى أن نحكم على النوايا تاع الأفافاس قبل أنه يتمخض عليها بشكل شكرا حمزة. مسؤولية المعارضة أنها تحذر، هذه مسؤوليتها كذلك، مسؤولية المعارضة، مسؤولية الصحافي، مسؤولية الجامعي، ولكن مسؤولية المعارضة أنها كذلك تقدم البديل. وإحنا تقدمنا بالبديل إلى السلطة، قدمنا بمشروع الخروج من الأزمة. فبالتالي إذا وقع التشريح تاع الأزمة قال هاي تداعيات الأزمة، هاي حقيقة الأزمة، هاي تداعيات الأزمة، ولكن ها هو البديل. فهذا ليس بالخطاب السياسي، ما يجيبش أي شيء جديد، هذا خطاب سياسي مهيكل حول بديل وحول برنامج. كثير من إعلام مؤسسات يقول مثلا أو العموم يقول إن هذه المبادرات حبت تخلق توتر سياسي في الوضع الداخلي. بالعكس، لو تقرأ عرضية مازافرون أو لو تقرأ نداء إلى الشعب الجزائري دارته التشاور المتابعة للمعارضة، كلها اقتراح لحوار شامل أن يكون إجماع. تعرف أن الخطاب هذا التوافقي في حد ذاته في الجزائر خطاب جدي. كلمة توافق في حد ذاتها ليست موجودة بكثرة في المصطلح السياسي الجزائري. أن تتوافق قوى سياسية حول كيفية تشريح تاع الأزمة، ثم كيف تخرج من الأزمة. أن تتوافق خاصة هذه الطبقة السياسية حول الحرية، حول العدالة، حول تنظيم النظام السياسي. لأن الأزمة تاعنا هذه الآن هي أزمة النظام السياسي، ولكن لو تستمر هذه الأزمة ستصبح أزمة الدولة الجزائرية، تتحول من النظام السياسي إلى الدولة الجزائرية. C'est une crise de régime qui risque, si elle devait persister, qui risque de se transformer en une crise de l'État algérien. C'est ça le risque. فبالتالي يصبح أن دور الأشخاص مش مهم بقدر ما يهمنا حنايا هو مصير الجزائر. لأن الوضع الاقتصادي، أنت حكيت عن الوضع الاقتصادي، من يقول أن الوضع الاقتصادي تاع الجزائر مش هش؟ الجزائر تستورد كل ما تأكل، كل ما تلبس، كل ما تشرب، هذا يكفي. لأن حتى عندما نحكي عن السياسة الخارجية، هل يعقل أن يكون عندك سياسة خارجية قوية وأنت ما عندكش اقتصاد قوي وعندك تبعية شبه تامة من الناحية الاقتصادية تامة؟ فبالتالي الوضع الاقتصادي إذا تشوف الوضع الاقتصادي، يحكي عن الوضع الاقتصادي، أنا أحكي على الاقتصاد المنتج، الاقتصاد اللي فيه إنتاج، مش اقتصاد الريع. انك يعني تبيع البترول وكل صباح تطلب ربي انه يطلع السعر تاع البترول، ثم تبيع البترول وتروح للسوق تقتدي من اكل ومن لباس ومن تسليح. انا نقول الوضع الاقتصادي هش. هذا هو التشريح اللي دارته ارضيه مازافرون، هذا التشريح اللي داروا نداء الشعب الجزائري تاع اول نوفمبر. لكن الحكومه تقول كل شيء على ما يرام والشعب يترقب. لا، الشعب لا يترقب. الشعب ظروفه مأساوية. خليني مادام أنا حاولت أن في العرض تاعي ما نعطيش الأرقام، خليني نعطي الأرقام. هل تعرف أن الإطعام في المدارس يمس فقط 50% من الأولاد اللي يروحوا المدارس؟ 50% من الأولاد يأكلوا خارج المدارس، تلقاهم في الرصيف على 12. هل هذا في حد ذاته يعتبر موش هذا المشكل الإنساني؟ أن
طفل بين اثنين ياكل في الرصيف على الساعة 12، أن المدارس ما فيهاش تدفئة، هذه مش أزمة؟ إذا اعتبرنا في الجزائر أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية هي مش حقيقة الشعب الجزائري، هل هناك أزمة على السكن؟ هل هناك أزمة على النقل؟ هل هناك أزمة على الصحة؟ هل هناك أزمة اجتماعية عامة في الجزائر ولا ما كاينش؟ هذا هو التشريح تاع حقيقة الوضع في الجزائر. الجزائر تستورد 70 مليار دولار سنويا، كل ما تبيعه من البترول تجيب 72 مليار دولار سنويا. يعني هذا يعني ان بعد سنه ما يبقاش فائض، ما بقات نجم تدخر للاجيال المقبله. يعني اذا تبيع ب 70 مليار وتستورد 70 مليار، كيفاش تدخر الاجيال المقبله؟ ولكن من حقك انت اليوم الحكومه تقول لك انا عندي دراهم، فبالتالي نشتري السلم، نخلي ليسونس ب 22 دينار، يعني يرخص من قرعه تمام، نخلي الخبز بنفس السعر، نخلي الكهرباء بنفس السعر، نخلي المازوت بنفس السعر، والماء بنفس السعر. والجزائري يكتفي بانه مدرسه على اثنين ما فيهاش تدفئه، مدرسه على اثنين ما فيهاش اكل على الساعه 12 للولاد. هذه حقيقه البلد، هو وزنه الاقتصادي. اما قوتك الاستراتيجيه، انا مع. هل لدينا احنا اي فضل في وجود الجزائر كقوه استراتيجيه اقليميه؟ ما عندناش اي فضل. هذا التاريخ والجغرافيا اللي خلانا تكون عندنا حدود مع 7 دول. ولكن فضلك انت، قوتك انت في الانتاج الاقتصادي، قوتك في انك تنتج نظام سياسي مقبول. النظام السياسي الجزائري لا يشبه. تعرف احنا دخلنا في الرئاسه مدى الحياه عندما خرج منها العالم العربي، دخلنا في 2008. في 96 كنا البلد العربي الوحيد اللي الدستور تاعو يحدد العهدات. 96 دستور 96 البلد العربي الوحيد. اليوم البلد العربي الوحيد اللي عنده دستور فيه الرئاسه مدى الحياه. يعني هذا يكفي في حد ذاته. تعرف شوف، يا احنا المشكل ان ما نقارنش مع الباقي، نقارن مع نفسنا، نقارن عما كنا عليه في 54 في 62. يعني هذا لا 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 التفكير تاع حول الرغبه تاعنا هذا خطر كبير على الفكر السياسي الجزائري. اللافافات يقول كان يقود السفير الحالي تاع الجزائر هنا في الجزائر العاصمة، وكان الملك يقول للجزائريين، كان يقول شادلي بشهادة وزير خارجية سابق موجود هنا، ان بناء صرح المغرب العربي سيساعد في حل القضية الصحراوية. ياك هذا هو الخطاب الرسمي المغربي. إذا شيء تغير في الوضع هذا، هو الموقف المغربي مش الموقف الجزائري. الموقف الجزائري ما تغيرش منذ 75 قرار المسار. الشيء اللي تغير هو الخطاب الرسمي في تاع العهد المغربي. أما قضية هذه الصحراء الغربية، قضية الصحراء الغربية خطت قبل مراكش. الدليل على ذلك أن مراكش في 89 وكان مشكل الصحراء الغربية قائم. فبالتالي الناس اللي يقولوا اليوم كاين مشكل تاع الصحراء الغربية هو اللي يعطل بناء المسار المغربي، هذا غلط. والمغرب هو اللي يوقف، جمد مشاركته في الاتحاد المغرب العربي ديسمبر 95. أنا بعثت رسالة الفلالي إلى الأمين العام تاع الأمين العام تاع الاتحاد المغرب العربي، وأن يجمد المشاركة تاعه في النشاط. فبالتالي أنا أعتقد أن الإخوة في المغرب الأجندة تاعهم الوحيد، هذه عند الدبلوماسية اللي عندها ملف واحد، هو ملف الصحراء الغربية. الأجندة تاعهم الوحيد هو الصحراء. احنا عندنا أكثر من أجندة. أولا عندنا أجندة داخلي مهم كثير، عندنا أجندة خارجي، عندنا مسؤولية ما عندوش المغرب، عندنا حدود كبيرة، عندنا مشاكل تأمن في حدودنا. ولكن أنا إلى يومنا هذا ما زلت ما فهمتش لماذا الرد لم يكن على مستوى مسؤول. جلالة الملك يهضر
من المفروض الجمهورية يرد عليهم. هذه أبجديات التعامل بين الدول، أن الرد يكون على نفس. Les partis du pouvoir, même une partie de l'opposition, dans le FF justement, vous reproche, il me semble que le point de discorde, il est identifié. On vous accuse de personnaliser le conflit. Dit directement, on vous reproche de vous faire un seul point de fixation, c'est Bouteflika. Vous parlez de l'opposition? L'opposition, non, Ah, d'accord. la CNLTT, pas plus loin que vendredi dernier, roule, ensuite le lendemain, avant-hier, Belhaït Abdelaziz, et avant cela, Amar Ben Younes, tous pratiquement, même Amar Saadini, te dit on peut discuter tout, sauf de la légitimité du président de la République. Sauf de l'essentiel. Si on sort de boîte de dérivation, voilà, c'est ça, même le FFS, dans les sorties de M. Nebo, même les membres de l'instance présidentielle, bon, ils le disent autrement. Le nouveau FFS, Le nouveau, l'ancien. le nouveau FFS. Donc, ils disent qu'on dépasse le conflit de personnes. Ce sous-entend. Et on ne parle pas des personnes, c'est un conflit politique, c'est un conflit des institutions. C'est pas une personne. Mais vous m'avez dit là. Nous sommes des musulmans, nous sommes des Algériens, nous avons de la compassion. Et on n'est pas dans la compassion. On n'est pas dans la compassion. Nous sommes devant une crise politique de l'institution présidentielle. S'ils estiment que l'institution présidentielle n'est pas en crise, c'est un autre débat. C'est le cas. Et là, les gens que vous avez cités estiment que le président accomplit normalement ses missions de chef d'État, avec Hajahra. Ils ont le droit de le penser. Nous sommes dans une vacance de pouvoir. Complète vacance de pouvoir. Comment on détermine la vacance de pouvoir? C'est dit. Vous savez comment? Vous allez prendre la Constitution, accra les attributions du chef de l'État. Le chef de l'État, où je dire. Et commencez à cocher. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez déterminer vous-même que le chef de l'État n'accomplit pas ses prérogatives. C'est là que se pose la crise. Il n'accomplit pas ses prérogatives sur le plan interne. C'est très clair. Il ne réunit pas le Conseil des ministres. Il ne s'adresse pas à son peuple. Il ne voyage pas. Il ne reçoit pas les chefs d'État étrangers. Il ne va pas à l'intérieur du pays. Il n'anime pas la vie politique. Le président de la République est un personnage central dans l'édifice institutionnel qu'il a construit, qu'il a déconstruit pour reconstruire lui-même, qu'il a adapté à son propre ego. Il est victime de l'exclusivité des pouvoirs qui s'est conférés dans la Constitution. S'il avait conféré des pouvoirs aux institutions, s'il avait transféré des pouvoirs de la Constitution de 2008 aux institutions, on n'aurait pas eu un président omnipotent, omniprésent. On a eu pendant 13 ans un président omnipotent, omniprésent pour avoir un président absent. Et vous dites que ce n'est pas une crise politique? C'est pas moi qui dis. Oui, C'est pas lui, non. On confirme. C'est sous-entendu. Mais le FFS, quand le président était en forme, il disait qu'il y a une crise politique. D'accord. Kébir. C'est son initiative qui va le doper. Monsieur Habib, vous avez évoqué tout à l'heure le cas tunisien, ce qui a contribué un peu au succès de la transition tunisienne. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que l'un des facteurs, c'est le fait que l'armée ne joue pas un rôle prépondérant dans la décision? Ma seconde question, c'est ici bien évidemment. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le changement d'Algérie va inévitablement s'effectuer dans le chaos, dans la mesure où tous les canaux de dialogue sont complètement inexistants, les cadres d'organisation disloqués, la corruption, la démission un peu, l'indigence du discours politique, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce que tous ces facteurs ne font pas qu'inévitablement on va se retrouver un jour Dans une situation chaotique. voilà.
D'accord, merci. Et pourquoi vous privilégiez les thèses toujours les plus... La seule façon de ne pas faire des réformes, c'est de faire le marketing des conséquences négatives des réformes. C'est ce qui nous arrive. C'est un système qui est très frileux, qui est très rétif, qui refuse toute forme de changement, toute forme d'évolution. C'est pour ça que nous avons un des systèmes les plus anachroniques, même dans le monde arabe. Vous allez voir, dans 10 ans, le monde arabe va se stabiliser et l'Algérie ressemblera toujours à l'Algérie des années 70. La question de l'armée a été une question centrale dans les conférences, y compris en Afrique, dans les années 90. Mais elle a clarifié toujours le statut de l'armée. Ces conférences souveraines ont clarifié le statut de l'armée. L'armée a des missions institutionnelles. Dans les situations de crise, comme celle de l'Algérie, l'armée se retrouve complètement impliquée dans le débat politique, et c'est le président qui l'a impliqué dans le débat politique. Souvenez-vous que pendant la campagne électorale, le président, toutes les semaines, faisait venir le chef d'état-major et sortait un communiqué le lendemain sur le risque d'instabilité de l'Algérie, faisant allusion notamment à la campagne électorale, au discours développé sur la campagne électorale. Donc l'instrumentalisation de l'armée sur le plan interne, c'est le président, Lidara Oualou. Quand on se soucie de dans tous les pays du monde, Zarouel recevait le chef d'état-major tous les lundis à 10h, il recevait le ministre des Affaires étrangères tous les mardis à 10h, il recevait le patron du DRS tous les mercredis à 10h. Mais ça fait partie du fonctionnement normal des institutions. Depuis l'indépendance, le Conseil des ministres se réunit le premier lundi du mois, ça depuis 62. Mais plus rien ne fonctionne dans l'État algérien. C'est ça la crise de l'État algérien. Maintenant que le président de la République reçoit son chef d'état-major, ça devient un fait politique, militaire, sécuritaire majeur. Vous voyez l'agenda qu'on a, les Algériens. Le président reçoit son subalterne. Ça devient un fait politique majeur. Et de quoi ça parle? Ça parle des questions sécuritaires, le chantage sécuritaire. Donc, celui qui a remis l'armée au sein du débat politique, c'est le président, c'est pas nous. Celui qui est en train d'altérer le consensus national autour de l'armée, c'est le président. Parce que chaque fois que vous remettez l'armée sur la scène politique, vous altérez, vous touchez, vous fragilisez le consensus politique, le consensus national autour de l'armée. Tout comme sur la politique étrangère. Quand le président veut se renseigner sur la situation dans les pays limitrophes, il reçoit le MAE, il ne reçoit pas le chef d'état-major. Le président est ministre de la Défense, il n'a pas besoin d'être informé par le chef d'état-major, c'est lui qui doit être informé en temps réel. C'est le président qui doit nous informer de la situation sécuritaire à nos frontières. C'est la Commission de défense nationale du Parlement. Ce n'est pas M. Fabius qui doit nous informer. Alors, si vous estimez dans tout ça que cette histoire de l'armée, à mon avis, est un faux débat. Tout processus politique, national, consensuel, qui rassemble, doit pouvoir recevoir la garantie de l'armée. Ce n'est pas l'armée qui fait le consensus politique. C'est l'armée qui prend acte du consensus politique. Ce n'est pas l'inverse qui doit se faire. Ce n'est pas elle qui va animer le consensus politique en Algérie. J'entends souvent... Une journaliste française m'a dit, écoutez, là où je vais, on me ressort toujours cette histoire de l'armée. Je dis parce que la classe politique n'est pas courageuse pour prendre position sur cette question. C'est comme la classe politique qui vous dit, Bouteflika, s'il est là, c'est le 4e mandat, c'est grâce à la France. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas pris position sur le 4e mandat. Donc ils se cachent derrière la position de la France, sur le voyage de Kéry, sur le voyage de je ne sais qui. Nous avons ce problème en Algérie. On pense que la solution est chez l'armée et on fait porter à l'armée une responsabilité qui n'est pas la sienne, ni sur le plan politique, ni sur le plan institutionnel. C'est à la classe politique d'assumer ces responsabilités. C'est à la classe politique de forcer le consensus. C'est à la classe politique d'arriver avec une plateforme politique. C'est ce que nous faisons, nous.
Nous pensons que si un jour on devait discuter de la transition démocratique en Algérie et que si l'armée venait à donner sa garantie au résultat de la transition démocratique, ça c'est possible aussi. Ça s'est fait ailleurs. D'accord. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais vous demander d'être bref dans vos questions. Tfadal. Bon, nous sommes venus ici pour débattre, pour discuter des problèmes, parce que nous vivons dans un malaise. L'Algérie est actuellement dans un malaise, une crise. Ce n'est pas la première crise. Il y avait une autre crise, déjà en 1954, il y avait un État. Il y avait des crises. Chaque crise, comment il faut la résoudre? C'est des Algériens, nous avons une chose commune. Et donc, à chaque fois qu'il est le plus, en 1954, c'est la crise, c'est commencer au nom de la révolution. Et les gens ne s'entendaient pas. Aujourd'hui, c'est comment changer de régime. Et les gens ne s'entendent pas. Mais les Algériens, qui c'est que l'Algérien? C'est quoi l'Algérien? L'Algérien, c'est quoi? Un Algérien, c'est un Arabo-berbère, les Arabo-berbères qui ne s'entendent pas. Depuis qu'ils étaient en Espagne, 7 siècles, ils sont revenus. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Parce que les Arabo-berbères, ils ont une certaine mentalité de pensée. Les Français, ils ont une pensée tribale. C'est moi, mes petits-enfants, et puis c'est tout. Et c'est ça depuis cette mentalité des Algériens n'a pas changé. Les Français, ils étudient l'histoire. Pour l'histoire, elles sont dans les écoles primaires. On sait quoi l'histoire? À quoi ça c'est l'histoire? Nous, j'étais en terminale, on ne faisait pas de l'histoire. C'est en 1988, je suis retraité de son guerre, j'ai commencé à voir comment le peuple, s'il veut prendre en main sa destinée, il doit agir et écrire son histoire. Et en 1988, j'ai pris acte de ce qu'est l'histoire. Hein. Donc en 1988, le peuple algérien, il a commencé à essayer d'être un acteur en histoire. C'est comme dans les films. On voit des gens en train de jouer, et nous on regarde. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait ça. C'est un héros. Et nous, on est des spectateurs. Le monde, il est petit village. Les Arabes, et les Berbères, et les musulmans, qu'est-ce qu'ils sont? C'est ça. C'est toutes ces personnes. Et c'est ça. Donc, il faut revoir sa méthode de travail. Comment nous allons travailler en groupe? Pose le problème, n'aie pas peur. Si tu ne parles pas, tu sais que tu vas au moins marquer. Et c'est ça, voilà, pour résumer. Vous nous promettez un document. Dans quelques jours, je voudrais seulement savoir si dans ce document il y a une perspective d'entente avec le FFS. Parce que je considère que nul ne détient la vérité et qu'il y a des forces positives, des pensées positives, des concepts positifs ici et là, et que ce qui arrive à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y ait des intentions d'ici d'un côté ou d'autre de fragilisation, mais ce sont des positions intellectuelles, politiques, qui pourraient être rapprochées dans l'intérêt supérieur. Maintenant, cet immobilisme-là, franchement, je n'arrive pas à en comprendre les véritables motivations. S'il y a des choses... Nous allons dire que la plateforme de Mazafran contient une proposition de sortie de crise, structurée, consensuelle, convergente. Le FFS Galek-Jou soumet une feuille blanche. Nous considérons qu'il appartient au pouvoir de faire une proposition, une contre-proposition à ce que nous sommes en train de lui proposer. Et à mon sens, ce que l'effort fait par le FFS, il a produit, il n'était pas destiné à diviser l'opposition. Parce que nous sommes tous liés par un document qui est la plateforme de Mazafran. Et le minimum d'accord, de consensus, de convergence, nous l'avons. Donc c'est autour de ça que nous allons faire la réponse au FFS. Nous allons dire au FFS, voilà. Et pourquoi voulez-vous? Nous avons invité le gouvernement. Nous avons fait une plateforme, nous avons fait un document qui propose une transition démocratique, consensuelle, graduelle et pacifique. Et nous l'avons proposé au gouvernement. Et nous n'avons pas reçu de réaction du gouvernement. Si le FFS avait été un parti au pouvoir, j'aurais pris au sérieux sa proposition. Mais il n'est pas au pouvoir, le FFS. À quel titre je vais discuter la proposition du FFS? Puisque je propose la transition démocratique au pouvoir politique.
Moi, j'aimerais bien poser cette question au FFS. Je propose la transition démocratique au pouvoir politique. Et il y a des interlocuteurs dans cette affaire, c'est le pouvoir et l'opposition. Et je considère que le FFS est un membre actif, historique de l'opposition. Je ne le considère pas comme un parti de gouvernement. Donc, nous allons dire les partis membres de l'instance de coordination et de suivi, de concertation et de suivi de l'opposition ont reçu le FFS et voilà ce qu'on lui dit. Benflis l'a fait, Mokhari l'a fait. Il a dit j'ai reçu une délégation du FFS et voilà les réserves que je lui ai faites sur sa proposition. Nous allons exactement dire la même chose. Et le FFS le sait, parce qu'en réalité le FFS n'a pas de proposition concrète. Il propose une réunion, une conférence nationale. Je vous dis, si vous voulez des conférences nationales, moi je peux vous proposer des conférences nationales africaines, parce que la transition n'est pas exclusive aux conférences nationales. La transition s'est faite en Espagne de façon différente, en révisant la Constitution. Elle s'est faite au Chili de façon différente, elle s'est faite au Brésil de façon différente, elle s'est faite en Argentine de façon différente, elle s'est faite en Corée du Sud de façon différente, qui n'a rien à voir avec la proposition du FFS. Donc il n'y a pas une seule forme de transition démocratique. Je pense que nous ne sommes pas liés, nous, en tant qu'opposition, par la proposition du FFS. Nous pouvons faire plusieurs formes de propositions de transition.